et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur le Togo, avec notre dossier du jour qui sera consacré au processus de réconciliation. Au programme également de cette émission, la libération de Saïf el-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, qui rebat les cartes en Libye, et le Burundi doit comparaître ces 14 et 15 juin lors du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui aura lieu à Genève, en Suisse. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos invités, Monsieur Gilbert Bawara, vous êtes ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative au Togo. Bienvenue. Bonsoir. Avec nous également Patrick Boyo, vous êtes juriste et enseignant en droit public. Bienvenue. Merci. Et notre éditorialiste Jean-François Kandji-Koumé. Bienvenue Jean-François. Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. Saïf el-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a été libéré le samedi 10 juin. Depuis, rien n'a filtré sur sa destination, mais certains le voient déjà jouer un rôle dans la sortie de crise en Libye. D'autres lui prêtent même un rôle de pivot dans la résolution de cette crise. Grazela Tchakonte. L'information a été annoncée le 10 juin 2017. Elle est désormais confirmée. Saïf el-Islam Kadhafi est libre. Le fils de l'ancien dirigeant libyen a bénéficié d'une loi d'amnistie générale décrétée par le Parlement de Tobrouk. Sur le terrain, la nouvelle a suscité de vives réactions. Saïf el-Islam est un citoyen libyen qui bénéficie de la loi d'amnistie générale émise par le législatif libyen, représentée par le Parlement et appliquée par l'exécutif. Auparavant, les conditions sociales à Zintan ne nous avaient pas permis de le laisser partir. Ceci étant, le Conseil des notables de la ville s'est finalement réuni et ils ont décidé que le cas de Saïf était un problème judiciaire et qu'il revenait au ministère de la Justice du gouvernement provisoire de décider de son sort. Le gouvernement nous a demandé de le libérer et c'est ce que nous avons fait. Il a quitté Zintan le 14e jour de Ramadan, vendredi dernier. Si pour l'heure rien ne filtre sur l'endroit où il se trouve, l'avenir politique de Saïf el-Islam Kadhafi se pose avec acuité. Sa libération sous fond de rivalité entre Khalifa Haftar et Saïd el-Sarraj pourrait en effet rebattre les cartes de la conquête du pouvoir en Libye. Il faut dire que ce dernier, qui bénéficie encore d'une grande popularité, pourrait surfer sur un nouveau rôle tribal. En Libye, leur principal problème, c'est un problème de compétition territoriale entre les groupes armés. Il faut se rappeler que Kadhafi venait de la tripolitaine. Donc, avec cette compétition territoriale qui rend l'unité nationale très difficile, le fils Kadhafi, s'il est en liberté et si sa libération a été obtenue par certains groupes, il va renforcer, c'est un leadership qu'il va développer et cela n'aidera pas à la stabilisation de la Libye et à une convergence et du fait qu'on puisse taire les compétitions interterritoriales qui ont un nid très fertile en Libye. Toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international, Saïf el-Islam Kadhafi devrait prochainement s'adresser à la nation libyenne et à la communauté internationale. Quel sera son positionnement? Entre espoir et inquiétude, les spéculations vont bon train. Jean-François, est-ce qu'avec cette libération, le jeu des forces en Libye est changé, modifié? À titre personnel, je pense qu'il faut plus pour changer l'équilibre des forces sur le terrain, parce que cet équilibre est d'abord l'équilibre des forces. En Libye aujourd'hui, ça a été évoqué dans le reportage, il y a plusieurs forces armées, plusieurs milices armées qui s'affrontent et qui occupent territorialement. Et d'ailleurs, le pouvoir politique n'est que le reflet de ce rapport de force sur le terrain. Il y a aujourd'hui 3 pouvoirs qui s'affrontent en Libye, celui de Tobrouk avec le général Haftar. Il y a le gouvernement, ou plus exactement le Parlement, qui est soutenu par les islamistes, et il y a l'autre, les autorités qui sont soutenues par la communauté internationale, en tout cas une partie d'elles, dont les Nations Unies. Et aujourd'hui, c'est une guerre de légitimité. Cette guerre de légitimité-là,
elle va réussir sans doute à mobiliser un certain nombre de personnes qui vont rejoindre le général Haftar, les troupes du général Haftar, mais est-ce que ça suffira face aux armes, aux troupes qui sont en face? Je ne suis pas sûr. Et il reste une question qui ouvre un avenir d'incertitude. Saïf el-Islam, quand même, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Et est-ce que un Parlement qui, de surcroît, n'a pas la légitimité ou dont la légitimité est contestée sur le territoire dans son ensemble, est habilité à soustraire à la justice de cette manière, par le biais d'une loi d'amnistie, une personnalité qui est poursuivie de cette manière? Moi, j'en doute. Donc il reste beaucoup de questions qui sont posées autour de cela. Et à votre question, je pense que ce n'est pas dans l'immédiat que l'équilibre des forces sera modifié par cette libération-là. Patrick Mbouyo, d'après vous, où se situe Saïf al-Islam Kadhafi dans cet équilibre des forces ou ce déséquilibre des forces? Je pense qu'il aura un rôle assez particulier, au moins pour apaiser une certaine partie de la population qui s'est senti un petit peu bafoué, relégué un petit peu au second plan avec la chute de Muammar Kadhafi. En regret du régime Kadhafi? En retrait. Voilà, si je peux le dire ainsi, c'est des nostalgiques du régime Kadhafi, parce que dans la plupart des pays où il y a eu des changements de régime assez brutaux de cette manière, prenons le cas de l'Irak, simplement un pays qui est aussi de la région assez similaire au cas libyen, la chute du régime, en essayant de jeter l'anathème aux anciens dignitaires, a souvent eu un effet boomerang. Certains d'aucuns le savent que l'État islamique a été créé notamment par d'anciens généraux du régime de l'armée de Saddam Hussein qui ont été relégués au second plan et qui se sont sentis bafoués. Le fait que l'armée américaine ait décidé tout de suite d'annuler leur grade. Une personne qui a gagné ses galons, on vient lui dire du jour au lendemain que vous êtes au même niveau qu'un caporal. C'est sans frustrer, c'est l'œuvre de toute une vie qui est un petit peu sabotée. Donc cette personne aura tendance à se venger plus tard et à se ranger du côté d'un pouvoir qui n'est pas du tout du même bord que le pouvoir en place. Donc moi je pense que le retour de Saïf al-Islam va contribuer à un certain apaisement. Maintenant, quitte à lui de savoir jouer de l'aura dont il bénéficie, puisque c'est un personnage de premier plan au régime de Kadhafi, bénéficier de cette aura pour l'utiliser positivement dans la construction de la nouvelle Libye. Monsieur le ministre, vous pensez également que cette libération peut apaiser la situation en Libye ? Non, vous savez, moi, je n'analyse pas la situation en Libye sous l'angle de rapport de force entre les différents groupes et acteurs qui se battent, mais la Libye est en voie d'effondrement avec des répercussions et des conséquences difficiles. D'abord pour les Libyens, mais surtout pour les pays voisins et la région du Sahel. Alors, cet effondrement est le fruit de deux facteurs conjugués, à la fois le fondamentalisme islamique et le terrorisme, qui a ses ressorts en dehors du continent, en dehors de la Libye, mais qui a élu la Libye sur le continent comme un des terreaux les plus fertiles. Et deuxièmement, il y a quand même une situation politique extrêmement difficile à la suite du changement violent qui était intervenu en 2012. Pour bien affronter le défi du fondamentalisme islamique et du terrorisme, il va bien falloir que les Libyens aient un minimum de cohésion et qu'ils s'unissent. Si cette libération peut contribuer à ce que la situation s'apaise entre les Libyens et qu'ils puissent se mobiliser dans leur diversité pour aller vers un processus de réconciliation, vers un processus politique inclusif, afin qu'ils soient davantage forts pour affronter les défis liés à l'islamisme fondamentaliste et au terrorisme. Je crois qu'on ne peut que saluer cette libération. Et pour vous, Saïf el-Islam Kadhafi peut être un élément de cette cohésion? Ce n'est pas une question d'individu. Dans la situation comme celle de la Libye aujourd'hui, c'est à la fois d'une unité nationale et d'une cohésion de l'ensemble des forces du pays que la Libye a besoin. Donc, s'il peut être un élément contributeur à ce processus de cohésion et d'unité,
on ne peut que saluer cet événement. Très rapidement, Jean-François. Oui, très rapidement, il a été relevé tout à l'heure que Saïf el-Islam, évidemment, c'est un élément de mobilisation en faveur incontestablement, pas seulement des nostalgiques. D'ailleurs, le cercle est beaucoup plus large que celui des nostalgiques parce qu'il y a aussi ceux qui avaient lutté contre le régime Kadhafi et voyons la catastrophe qui s'installe dans le pays. Maintenant, on rejoint ce camp-là. Mais en même temps, la réalité nous oblige à admettre que Saïf el-Islam, ça peut être aussi une pomme de discorde parce que ceux qui ont mené ce qu'on a appelé la révolution, mais dont nous savons très bien que ce n'était pas une révolution du tout, il y a des partisans de ce bord-là qui ne voient pas d'un bon œil le retour de Saïf el-Islam. Donc il y a aujourd'hui, il faut attendre quelques jours quand même, peut-être même quelques semaines, et voir comment les choses se décantent pour pouvoir dire si cette libération va contribuer ou ne peut pas contribuer à un relèvement du pays, ou en tout cas à une unité du pays. Merci. Dans l'actualité également, la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a lieu ces 14 et 15 juin à Genève, en Suisse. Un rapport sur le Burundi y sera présenté, rapport que dénoncent déjà les autorités. Sharon Kamara. Le gouvernement burundais devra se justifier à Genève les 14 et 15 juin prochains. À l'occasion de la prochaine session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, un rapport oral sur les conditions de vie des Burundais sera présenté. Celui-ci vise à dénoncer la crise burundaise et le non-respect des droits de l'homme au Burundi. La première attente, c'est qu'il y ait un rapport exhaustif de ce qui se déroule sur terrain sans faux fuyant. Parce que les institutions de facto ont l'intention de cacher le mal qui ronge le peuple burundais aujourd'hui. La deuxième attente, c'est qu'il y ait condamnation ferme des violations massives des droits de l'homme qui continuent au Burundi. La troisième, c'est que le peuple burundais et l'opposition du Burundi espère qu'à l'issue de cette session, il y aura des mesures concrètes qui seront prises pour faire arrêter ces violations des droits de l'homme qui endeuillent le Burundi depuis bientôt 2 ans et demi. Du côté du gouvernement, on dénonce une tentative de déstabilisation orchestrée par l'Occident. Le rapport oral qui sera présenté lors de la réunion dresserait un tableau inquiétant sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Une situation que Bujumbura conteste vivement. Il généralise en disant que les droits de l'homme ne sont pas respectés. L'important, c'est l'attention que le gouvernement réserve à ces violations des droits de l'homme. Le gouvernement suit de très près le respect des droits de l'homme et quand il y a violation, les faits de ces violations sont punis conformément à la loi. Depuis 2015, le Burundi fait face à une crise politique liée à la réélection du président Nkurunziza pour un 3e mandat. Une présidence que l'opposition et une partie de la population dénoncent activement. Patrick Mboyo, que peut-on attendre d'un tel rapport ? Ça ne changera pas grand-chose sur le terrain, mais au moins ça aura eu le mérite de mettre le gouvernement du Burundi face à ses responsabilités et lui faire comprendre que le monde le regarde, le monde observe et que les Burundais, en même temps, c'est un message adressé à la population, au peuple burundais, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Le gouvernement burundais a su, de manière un petit peu maligne, de coincer toute tentative tendant à ramener la paix d'une certaine manière par la force, en refusant une mission des Nations Unies et même de l'Union africaine. Et ce gouvernement qui a aussi survécu à un coup d'État, il ne faut pas l'oublier, a eu un petit peu tendance à se sentir maître sur un terrain conquis, en essayant un petit peu de se barricader, de rester dans sa forteresse, dans sa tanière au Burundi, mais le fait de faire déplacer les membres du gouvernement de Bujumbura vers Genève, c'est un très bon signe pour les faire sortir d'abord de leur carcan, leur faire comprendre qu'on peut toujours dialoguer avec eux, malgré tous les crimes commis par le gouvernement. On peut toujours dialoguer avec eux et tenter de trouver l'apaisement, la paix d'une autre manière, mais aussi les mettre face à leurs responsabilités en identifiant clairement par les rapports que le gouvernement burundais va rendre les acteurs de cette crise qui, demain, d'une certaine manière, vont répondre de leurs actes. C'est aussi un piège quelque part, mais une subtilité diplomatique qui pourrait avoir des effets à long terme. Monsieur le ministre, comment percevez-vous ce rapport et comprenez-vous la réaction des autorités ?
Non, moi, c'est vrai, il y a beaucoup de pays qui ont tendance, pas seulement sur le continent africain, ailleurs aussi. Moi, je suis un ancien fonctionnaire des Nations Unies, et particulièrement du Haut Commissariat aux droits de l'homme, donc j'en sais un peu quelque chose. Les États doivent aussi considérer que les rapports sur les violations des droits de l'homme sont des occasions d'un dialogue. D'abord avec la communauté internationale pour voir qu'est-ce qui éventuellement ne va pas dans un pays et identifier les appuis et les accompagnements qui peuvent être apportés à un État pour lui permettre de remédier à un certain nombre de situations qui sont relevées. Et il est possible que ce rapport ne soit pas totalement accepté par le gouvernement, mais je crois que ce serait une erreur de rejeter le rapport en tant que tel. Moi, généralement, j'encourage, en tout cas c'est ce que le Togo a toujours fait, c'est davantage de privilégier le dialogue avec les institutions internationales, les Nations Unies, le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme, afin de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, d'engager comme action, comme réforme, en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme. Jean-François, rapidement, quand on entend les autorités qui parlent de politisation du rapport, est-ce qu'il y a véritablement une possibilité de dialogue ? Je crains qu'il n'y ait pas de possibilité de dialogue, parce que ce n'est pas un fait isolé. Cette dénonciation n'est pas un fait isolé. Il y a encore quelques jours, l'Union européenne était accusée d'ingérence dans les affaires intérieures du Burundi. C'est la même ligne de défense. Mais je souscris à ce que disait tout à l'heure Monsieur le Ministre. Je pense que l'intérêt de la procédure devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui n'a pas de pouvoir de sanction, qui n'a pas de pouvoir de condamnation, qui n'a que le pouvoir de constater qu'il y a des violations, quitte à ce que d'autres institutions des Nations Unies, en tout cas d'autres instances des Nations Unies prennent le relais, le Conseil de sécurité par exemple, mais l'intérêt c'est d'abord d'installer un dialogue et un gouvernement qui se déplace pour aller à Genève, c'est aussi pour apporter des éléments de preuve, éventuellement prouver que tel élément d'information qui est parvenu aux Nations Unies est un élément erroné, que tel autre est un élément qui a été constaté, mais qu'on a engagé des procédures nationales, notamment pour poursuivre les auteurs, etc., etc. Donc il est important que ce type de moment existe et il est dommage qu'on les aborde en tendant un peu les muscles et en tendant les arcs. Merci. Nous avons marqué nos courtes pauses. On attend la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.